trop international. Et donc, d'une certaine façon, tout cela se retrouve dans les chiffres et notre mérite à tous, c'est effectivement d'essayer de décoder, de comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres. Très humblement, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, vous voyez, alors le titre, j'ai vu ambition, orientation, objectif, réalité. Ce que je vous propose très concrètement, c'est la feuille de route suivante. 5 moments, 5 étapes. D'abord, évidemment, oui, il faut rapidement donner le cadre général de cette loi de finances, la situer dans l'espace et le temps qui est notre temps aujourd'hui. Ensuite, le cadre de la loi elle-même, c'est-à-dire en clair, quelles sont les orientations, les hypothèses et les objectifs. Puis, troisième moment, nous allons rentrer, si vous voulez, dans le vif de la loi de finances. Et c'est quoi, au fond? C'est bien sûr des orientations, c'est des articles, c'est des dispositions, mais c'est d'abord et avant tout un budget, avec des ressources et des dépenses. Donc, on va examiner les dépenses, globalement, et à chaque fois comprendre ce qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, c'est le quatrième moment, les ressources. Et vous voyez tout de suite, le sens est toujours dans les intitulés. Pour ce qui est des dépenses, j'ai préféré les mots rigidité et sécurité. Je vais expliquer. Pour le mot les ressources, j'ai préféré parler de ce duo, cette confrontation entre l'impôt et la dette. L'impôt contre la dette contre l'impôt. On va essayer de voir. Et enfin, en guise, je puis dire, de dernière étape, oui, il y a des mesures fiscales contenues dans ce projet de loi de finances qui s'inscrit en fait dans la continuité de ce qu'il est convenu d'appeler officiellement une réforme fiscale. On verra. Autant vous le dire tout de suite, moi je parle d'une contre-réforme. Mais on va s'expliquer. Donc, des mesures qui s'inscrivent dans une continuité, pour être plus clair, plus simple, c'est en 3 temps, 2023, 2024, 2025. Nous sommes à la dernière étape de cette réforme, et donc on va essayer de voir en quoi est-ce que ça consiste, etc. Voilà. Donc, 5 moments, j'espère que vous tiendrez le coup avec moi à travers ce cheminement. Bien d'abord, le contexte politique, économique de cette loi de finances. Très simplement, certains parmi vous le savent, j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « Maroc, une économie sous plafond de verre ». C'est toute une démonstration, ce n'est pas le moment ici de revenir sur ce sujet. Mais ce qui est important ici, c'est de montrer que un budget, parce que nous sommes en train de parler de budget, et un budget dans le cadre d'une économie sous plafond de verre ne peut être que lui-même sous plafond de verre. Et donc, il va se heurter à un certain nombre de limites. Vous savez, le plafond de verre, l'idée du plafond de verre, c'est pas, par définition, ce n'est pas des choses qui sont inscrites dans la loi, qui sont expliquées, explicites. Vous savez, ça a commencé avec le problème de l'accès des femmes aux hautes responsabilités. Ça a commencé comme ça. Il n'y a pas une loi qui dit que les femmes ne doivent pas être directrices ou doyennes. Il n'y a pas de loi qui le dit. Mais pourtant, il y en a quand même pas mal qui n'y arrivent pas. Donc, d'une certaine façon, on est dans cet esprit. Il y a un certain nombre de contraintes, de limites, qui sont imposées par les structures de l'économie, les tares, les problèmes de l'économie, et qui se retrouvent évidemment dans les finances publiques. Donc c'est l'idée principale, mais très très rapidement. Le contexte, c'est quoi? Au niveau, on ne veut pas, je vous dis ça, c'est juste des flashs parce que je ne veux pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Au niveau international, vous connaissez tous, on est dans un contexte d'une économie de plus en plus fragile, de plus en plus soumise à des tensions répétées, avec un mot qui est maintenant le mot clé de tout, incertitude.
tout le monde, ni vous, ni moi, ni le Fonds monétaire international, ni Washington, ne peuvent aujourd'hui regarder tous les rapports internationaux qui sortent. Le mot-clé, c'est incertitude. Personne ne le sait. Il suffit que demain éclate un autre conflit d'une ampleur encore plus importante que le génocide qui est en train de se faire à Gaza, et je n'oublie pas à cette occasion toujours de saluer la lutte du peuple palestinien. Je ne peux pas parler ça sans évoquer cela, sincèrement. Mais l'essentiel, vous voyez bien, il suffit qu'il y ait une tension pour que tout de suite ça produise au niveau des cours mondiaux. On a vu ça il n'y a pas très longtemps avec la guerre de l'Ukraine. Et tout de suite, impact sur l'économie marocaine, et vous voyez tout de suite les implications à tous les niveaux. Ensuite, ce qu'il faut ajouter aujourd'hui, c'est l'arrivée de Trump. On peut penser, l'objet n'est pas ici de discuter de Trump. Mais Trump a une vision de l'économie mondiale, a une vision des rapports internationaux, a une vision des rapports notamment avec les pays du Sud, et ce n'est pas très rassurant. Et donc, il n'est pas irréaliste de penser que les tensions au niveau, ne serait-ce qu'au niveau du commerce mondial, à l'OMC par exemple, bon, on peut multiplier les exemples, il n'est pas interdit de penser que des tensions encore plus fortes vont apparaître avec Trump aux États-Unis, qui n'annoncent pas effectivement des choses très, très, très aggravantes. Donc, je ne vais pas... si vous voulez, l'impression qu'on a aujourd'hui, en un mot, c'est qu'on est véritablement à un tournant de l'économie mondiale. Et toutes les questions, si vous voulez, c'est-à-dire, on a l'impression que quelque chose va arriver. Où? Quand? Comment? C'est les questions que tout le monde attend, avec appréhension, mais ils sont là. Et on a l'impression, et permettez-moi aussi cette observation, sincèrement, on a l'impression que le capitalisme du XXIe siècle ne retient pas les leçons de l'expérience. Je rappelle, ce n'est pas le lieu ici de disserter sur ça. Mais si on fait un parallèle avec le même capitalisme sans être ni pour ni contre, d'après la Seconde Guerre mondiale, mais le capitalisme de l'après-guerre mondiale a inventé le Fordisme, qui a donné un souffle au capitalisme pendant 5-6 décennies. Le capitalisme du XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui ne semble pas retenir les leçons de l'histoire. On est toujours devant un monde de plus en plus inégalitaire, les inégalités ne font que s'accroître, les tensions ne font que s'accroître, l'économie mondiale tourne au ralenti depuis plusieurs années, bref. Au niveau du Maroc, j'ai dit, au niveau du Maroc, en fait, une économie sous plafond de verre, ça veut dire quoi en quelques mots? Ce que sont les choses essentielles qui peuvent nous ramener sur les finances publiques. C'est d'abord évidemment la croissance. On est dans un rythme de croissance qu'on peut appeler croissance molle. Croissance molle, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3%, là où il faudrait 8%. C'est ça qu'il faut que les gens gardent en tête. Là où toutes les études montrent que si on veut avoir cette ambition d'être un pays émergent dans 15 ans, 20 ans, pas demain, dans 15 ans, 20 ans, mais il faut 8% de croissance. On fait 3. Et en plus, c'est une croissance qui n'est pas simplement faible et qui s'affaiblit, mais qui est extrêmement volatile. Voilà, en rapport direct avec ce que nous allons voir. On est dans une économie, aujourd'hui, je rappelle ce que je disais tout à l'heure à la presse, 20 novembre, qui, parmi nous, parmi les responsables, parmi les prévisionnistes, où qu'ils soient, peut dire 2024-25 sera une année, sur le plan agricole, bonne ou mauvaise. Personne. On est là encore une fois dans l'incertitude la plus absolue. Et donc, on a une croissance qui est faible, qui est fragile, qui est précaire. On a une ouverture de l'économie marocaine qui s'est faite finalement de manière subie et qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas, nous n'y sommes pas gagnants. Nous y sommes perdants, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Tous les chiffres.
On a une situation où les inégalités ne font que s'accentuer. Toutes les dernières enquêtes du HCP montrent que les inégalités s'accroissent. La pauvreté revient en force. La vulnérabilité, différent, mais la vulnérabilité également. Bref, c'est un tableau qui n'est pas très réjouissant, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est juste pour vous dire que nous sommes dans un contexte d'une économie qui va accoucher d'un budget, d'une loi de finances, mais qui va porter les stigmates, les limites de cette économie. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler aussi que cette loi de finances, elle ne tombe pas du ciel, elle est le fruit, elle est le produit d'un exécutif, d'un gouvernement. Or là aussi, il n'y a pas, c'est pas le lieu ici de faire de la polémique. Hein. On sait, c'est le lieu commun, dès le départ, on sait que ce gouvernement est marqué du sceau. Je répète, hein, il n'y a pas de polémique là-dedans, c'est juste une caractéristique. C'est un gouvernement qui est plus marqué par des intérêts des hommes d'affaires, du patronat. Et donc, d'une certaine façon, on l'a vu depuis 2022, 2021, chaque loi de finances, clairement, dans les faits, je répète, dans la loi de finances 2025, vous allez le voir, je ne parle pas comme ça, porte l'empreinte de ces conflits d'intérêts, de ces intérêts très partiaux, parce qu'ils prennent le parti des uns pour les autres, plutôt contre les autres. Voilà, on va le voir tout ça. Si on ne le dit pas ici, on ne comprendrait peut-être pas des choses qui vont venir. Mais il faut le préciser ici pour qu'on soit... Et donc, cette loi de finances, elle est face à une équation assez difficile. On a des vieux... Si vous voulez, on a plutôt d'abord des nouveaux problèmes. On ne dira jamais assez. Je passais tout à l'heure devant ici, j'ai posé une question toute naïve, devant les jardiniers qui arrosaient le gazon. Est-ce que c'est de l'eau usée, donc recyclée, ou est-ce que c'est de l'eau potable? C'est une question, mais légitime. On ne peut plus vital aujourd'hui, parce que, et ça je peux vous assurer, historiquement, c'est un fait nouveau. Nous n'avons jamais été un pays d'une pluviométrie abondante, c'est évident. On a toujours un pays semi-aride. Mais là, ce qui nous arrive, c'est autre chose. On est quasiment entré de plein pied dans ce qu'on appelle, avec des critères internationaux, la pénurie hydrique. On n'est plus dans le stress hydrique. On parle de stress hydrique depuis 20 ans. Là, on est en pénurie hydrique. Et donc, ça impose des choses tout à fait nouvelles. Je dirais même, c'est au-delà du modèle agricole qu'il faudrait repenser, etc. C'est notre mode de consommation et de production. Il va falloir qu'on arrête de consommer ce qu'on a toujours consommé en croyant que l'eau on ne compte pas. L'eau est abondante, toujours abondante. Il va falloir changer nos habitudes de consommation. Alors, à ces anciens problèmes, évidemment, je ne parle pas des chantiers nouveaux. Évidemment, je suis à Casablanca. La Coupe du Monde 2030, elle se prépare dès maintenant. Elle est dans les budgets de maintenant, elle va être dans les budgets jusqu'à 2030. Ça implique des dépenses considérables. Oui, c'est des choses, effectivement, je ne parle pas des autres aspects liés à d'autres chantiers, comme la protection sociale, etc. Bien. Donc, tout ça fait que nous sommes face à des budgets qui vont d'abord se caractériser par des choses qui sont rigides. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté, il faut le dire honnêtement, hein, au-delà de la volonté des uns et des autres, c'est difficile de faire bouger un certain nombre de dépenses qui sont là, comme un roc. Alors on verra que malheureusement des politiques nouvelles accentuent cette rigidité. Deuxièmement, on est face effectivement à des dépenses qui sont des engagements déjà. Par exemple, l'État social. Ben oui, la couverture médicale généralisée, il faut l'assumer. C'est d'ici à 26-40 milliards. Par exemple, le revenu direct, ou peu importe l'appellation, c'est également 40 ou 45 milliards. Il y a évidemment le problème des retraites. C'est une bombe, croyez-moi, c'est une bombe à retardement qui est là en train d'arriver. Et on la voit
on la voit venir. Il y a, si vous voulez, la question, par exemple, la perte d'emploi, les indemnités pour perte d'emploi, en principe, c'est en 2025, selon les projections qui étaient, enfin, les engagements qui étaient faits. Bref. Donc, on est face à des engagements liés à des engagements anciens et nouveaux. Et en face, vous allez voir dans les chiffres, on a des ressources qui sont limitées. On verra pourquoi, mais ils sont limités. Et en plus, il faut préserver. Ah, vous voyez la quadrature du cercle. La quadrature, c'est que face à des dépenses qui augmentent et qui sont rigides, des ressources qui sont limitées, il faut préserver un déficit apparent, acceptable. J'insiste bien, apparent, acceptable. Vis-à-vis des organisations internationales, etc. Voilà. Donc, pour simplifier, pour terminer cette partie, le mal développement se retrouve finalement dans le mal financement. Il n'y a pas de mystère. Les deux, mal développement et mal financement, s'auto-entretiennent. Et donc, le montage est un montage qui va essayer de faire dans le cadre de ce plafond de verre. Bien. On va passer donc maintenant au cadre de la loi elle-même. Alors, j'ai dit orientation, hypothèse, équilibre. Les orientations, je peux vous assurer, vous voyez, 104. Chaque année, il y a un fait qui prend le dessus. L'année dernière, c'était le house, par exemple. L'année d'avant, c'était l'Ukraine ou là, c'était le Covid. D'abord, c'est l'État social. Depuis 2 ans, c'est l'État social. Mais les orientations majeures sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Toujours question d'équilibre macroéconomique. Ça prend des appellations différentes. Ça s'appelle préservation de la soutenabilité des finances publiques. Mais c'est la fameuse règle maintien des équilibres macroéconomiques. Maintien du déficit dans les limites, à une certaine limite. Très bien. 2, les fameuses réformes structurelles. Elles reviennent tous les ans. Et c'est quoi les réformes structurelles? Pour ne pas perdre plus de temps là-dessus. La réforme de l'administration, la réforme de la justice, la réforme du coût d'investissement, la réforme... Des réformes dont on parle depuis des années. Et il y a un moment où on se pose tout simplement la question, et si on en parle depuis tellement de temps et qu'on en parle encore jeudi, il y a quelque chose là. Ou bien on n'a pas bien travaillé, ou bien on les répète de la même façon. Bref, c'est des constantes. 3. L'investissement et l'emploi. Il faut toujours encourager l'entreprise, la création d'emplois, le développement de l'investissement. Et donc je vous ai dit, vous voyez là, j'ai pris par le bas, bien sûr, cette année, l'État social. Il faut consacrer, renforcer les piliers de l'État social. Et donc on met les 4 orientations générales. Donc, c'est ce que je viens de dire, les contraintes, le cadre n'a pas changé. Les hypothèses et les objectifs. Regardez, il y a un chiffre clé parmi. Alors, vous voyez, les objectifs, en fait, portent sur la croissance. On projette une croissance de 4,6. Mon Dieu, si on les fait, Yarbi, je vous demande si on en est là, c'est tout ce qu'on demande, bien sûr, pour notre pays, c'est ce qu'on demande. Bon, sauf qu'on n'a pas vu ce chiffre depuis longtemps. Et surtout, on ne sait pas, on ne voit pas par quel miracle, par quel moyen, si la campagne est excellente, si on fait par exemple 110 millions, 115 millions de quintaux, oui, on pourrait approcher, dépasser 4%. 4,6, ça semble très différent. Je vous rappelle, entre parenthèses, aucune des institutions financières qui font ce jeu ne se hasarde à 4,6. Il n'y a que le ministère des Finances qui se hasarde à projeter 4,6. Mais sinon, je vous dis, le chiffre clé, c'est 70 millions de quintaux. Ah ouais. Où est le chiffre clé? Selon
qu'on fait 105 millions, là 110 millions comme j'ai dit, ou là qu'on fait 32 millions comme l'année dernière, oui, effectivement, les choses peuvent changer. Mais, pour l'instant, vous voyez le degré d'incertitude sur lesquelles ces hypothèses reposent. Donc, je ne vais pas en dire plus. Les autres chiffres, à mon avis, me paraissent tous discutables, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les discuter. On sait que les hypothèses, souvent, sont quand même assez fragiles. On arrive à ce qui me paraît, personnellement, vraiment le cœur battant du budget. C'est ce qui exprime ce que j'appellerais le déséquilibre. Le DES-équilibre. Équilibre, déséquilibre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un tableau, vous êtes des financiers, vous connaissez la loi de finances, vous êtes habitués à voir toujours les premières pages, après évidemment les dispositions fiscales, etc. Vous avez un beau tableau qui s'appelle équilibre, charges et ressources de l'État, équilibre général du bien. C'est simplement, il montre le déroulé, les ressources, les dépenses, et en dernier lieu, le solde. Et, alors, pour déterminer d'abord ce qu'on appelle le besoin de financement. On n'appelle pas ça déficit. On appelle ça besoin de financement brut, flow. Après, besoin de financement net. Alors, pour simplifier très simplement les choses, on a d'un côté, cette année, on va avoir des recettes ordinaires, c'est-à-dire essentiellement 90% des recettes fiscales, mais aussi des recettes ordinaires non fiscales, on va avoir 369 milliards. Alors, 369 milliards. Bien. En face, on a bien sûr des dépenses ordinaires qui sont à 366. Mais, moi je vous fais l'économie de... Parce que c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Je vais à l'essentiel. Je suis à l'essentiel. Une fois qu'on a retenu les dépenses ordinaires, il y a deux postes clés encore qui sont des dépenses, qui sont l'amortissement de la dette, mais je dirais simplement l'intérêt, l'amortissement de la dette et l'investissement. Si on ajoute tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? On a 369 milliards d'un côté, on a 557 milliards de l'autre. L'ensemble des dépenses du budget général, 557. Regardez bien cette figure, elle est très claire. Vous allez d'un côté, 557 milliards de dépenses. Pour les couvrir, 369 milliards qui sont un peu les ressources ordinaires, normales, je puis dire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un besoin de financement. Alors les financiers, c'est les mêmes concepts qu'on utilise aussi en finance privée, hein, avant amortissement, avant emprunt plutôt. On a déjà un trou de 188 milliards. Un an. Personnellement, un an. Je dis simplement, mais c'est discutable, je veux discuter, que le vrai déficit du pays, il est là. Parce que le reste, c'est quoi? C'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt, et c'est le déficit apparent qui va nous montrer on est encore à 4%. Mais si vous prenez 188 milliards, qui est le besoin de financement, et donc le déficit réel, vous êtes à 11% du PIB. Vous êtes loin, bien au-dessus des 3% ou 4% pour lesquels on s'engage vis-à-vis du FMI et du reste. On est à 11%. Donc vous voyez, ça, je tiens à montrer ça pour dès le départ montrer finalement quel est le problème de fond qui est structurel. Croyez-moi, qui ne date pas d'hier. C'est des choses comme ça. Dans les lois, chaque loi de finances, je change les chiffres, bien évidemment, mais croyez-moi, ça ne change pas beaucoup. Preuve que les problèmes de fond sont durables, permanents et consistants. Donc,
On va emprunter cette année 125 milliards, répartis à raison de 65 milliards pour les emprunts internes et 60 milliards pour les emprunts externes. Donc 125 milliards, ça va permettre, mais vous voyez bien, artificiellement, faire baisser d'AX 188 milliards et 64 milliards, qui est le déficit déclaré apparent. Et on va dire, ça c'est le déficit, on est dans la limite de 4% du PIB, on n'est pas encore à 3, mais on est quand même en bonne voie. Alors voilà, bien. Alors, troisième partie, elle est plus longue, avec les ressources. Les dépenses, comme j'ai dit tout à l'heure, les dépenses, puis les ressources. Les dépenses, je dis les deux mots-clés, c'est rigidité et sécurité, et vous allez voir ce que ça veut dire. D'abord, globalement, les dépenses, c'est quoi? Vous savez, vous connaissez, je vous rappelle simplement, on a trois composantes clés. Dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, service de la dette. Voilà. Selon les données, vous les voyez, je n'ai pas besoin de là, mais je préfère d'ailleurs pour que ce soit visuel pour tout le monde, peut-être que pour là, vous ne voyez pas, j'ai mis ça toujours, je mets ça sur figure, c'est très clair, vous voyez que les dépenses de fonctionnement absorbent 58%, les dépenses, le service de la dette prend 19%, les investissements 23%. Il y a la structure. Je peux vous assurer que c'est une structure qui ne varie pas d'une année sur l'autre. Elle varie d'un point, 2 points, en dessous, au-dessus. La dette, 21, 22%, les investissements qui sont le 20, mais c'est en gros une structure qui est assez permanente, hein, qu'on connaît depuis longtemps. En détail, parce que le fonctionnement fait les salaires, la masse salariale des fonctionnaires, fait une rubrique, il faut, et je vous demande, les financiers qui vous intéressent à la vie, s'il vous plaît, faites de plus en plus attention à cette rubrique, qui s'appelle dépenses de matériel et dépenses diverses. Matériel et dépenses diverses. Sous cette appellation, comme ça. Au départ, oui, c'était la rubrique où on achetait le matériel, le consommable de l'administration, les loyers, etc., l'eau, l'électricité, ouais, donc. Comment expliquer qu'on soit maintenant, qu'en quelques années, on est passé de 30, 35 milliards à 80 milliards. Allez, finir. 80 milliards. Eh bien, c'est que, ouais, là, on entre dans, à mon avis, un domaine de débat et de recherche. Parce qu'en réalité, on est dans l'absence de transparence. Croyez-moi, il faut aller fouiller la quinzaine de rapports annexes qui accompagnent le projet de loi de finances pour glaner, vous allez voir ça et là, quelques chiffres, quelques données. Ce que vous avez là de plus en plus, c'est tout simplement les déficits énormes des établissements publics. Les déficits des établissements publics, qu'on ne va pas exhiber comme ça, comme une rubrique apparente pour le budget, mais ils sont là, cachés. Évidemment, je parle d'abord de l'ONI, gros, mais je parle aussi de l'ONCF, entre parenthèses, c'est là où vous payez le TGV, hein? Quand vous payez 200 dirhams alors que vous savez parfaitement que le coût réel est au moins 4 fois plus, ben il n'y a pas de mystère. Ce trou, ce déficit, il se retrouve quelque part dans le budget. Mais il est là, il est dans les... Parce que l'État fait aujourd'hui régulièrement, évidemment, des transferts à l'ONCF pour lui permettre de combler ses déficits. Ce qui permet d'ailleurs aussi au directeur de l'ONCF de vous dire oh, mais on a une marge opérationnelle qui est positive. Tout le monde sait ce que c'est que la marge. Justement parce qu'on n'y compte pas l'amortissement de la dette et on n'y compte pas l'amortissement du matériel. Donc. Bref, je vous demande de faire attention, effectivement. Il y a un autre élément très important qui est dans cette rubrique et qui rigidifie les dépenses. Vous avez entendu parler depuis quelques années de ce qu'on appelle les financements innovants.
Je vais y revenir là. Mais puisque je suis là, je vais vous en parler rapidement. Ce qu'on appelle financement innovant. Alors concrètement, on va théoriser. L'État cède la propriété, c'est des actifs de l'État. Cède. Alors d'un coup c'était d'ailleurs l'hôpital Avicenne. L'hôpital Avicenne. L'hôpital Roche, des hôpitaux. Cède d'autres établissements. Donc des actifs, du patrimoine. Alors par exemple les hôpitaux, c'était à la CMR, caisse de retraite. On a cédé d'autres à la CDG. Même plus récemment à la CNSS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, concrètement, ça s'appelle des opérations de location-vente. C'est ce qu'on a, le leaseback, si vous connaissez la formule. Normalement, alors, je dis ça parce qu'en fait, pendant longtemps, plusieurs années, il y a eu un débat, intéressant d'ailleurs pour les chercheurs, entre la Cour des comptes et le ministère des Finances. La Cour des comptes disait c'est de la dette. Et donc il faut inscrire les montants parce que concrètement, l'État cède l'hôpital Avicenne, mais reste sur l'hôpital Avicenne. On est d'accord? Donc, il cède la propriété à la CMR, mais il paie ensuite du loyer, puisqu'il est devenu de propriétaire, il est devenu locataire. Donc il va payer des loyers pendant 40 ans. Et alors, c'est là où il y avait le problème. La Cour des comptes disait, c'est une dette. Le ministère des Finances répondait, non, c'est une cession ferme. C'est une cession ferme. Alors, d'abord, on reste sur la cession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 40 ans, l'État va payer un loyer. Et ce qui m'intéresse pour rester dans cette rubrique-là. Vous imaginez? Alors, après, en dépit de la non-transparence, on a fini par savoir que le coût est de 6% quand même. 6%. Quand le marché vous donne 3,5, 3, vous achetez, plutôt vous vendez et vous louez à 6%. Donc, entre parenthèses, c'est peut-être une bonne affaire pour la CMR. Ça ne serait pas de trop d'ailleurs dans la situation financière où elle est. Mais, c'est une mauvaise affaire pour l'État. C'est évident. Et quand je vous dis, je reviens à cette rubrique, ça veut dire que là, on inscrit de plus en plus de... Vous savez, le loyer, c'est quoi en termes comptables? C'est une charge de structure. C'est une charge fixe. Donc, on rigidifie. On inscrit dans le budget de l'État des loyers de plus en plus importants et qui ne sont pas mouvants. Ils ne peuvent pas changer, ils sont là. Bien. Donc, je vais revenir sur le financement en deux mots, mais là, je tenais à situer ça dans les comptes, parce que souvent, on ne voit pas, on voit matériel. Matériel. Ça cache beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Alors, les charges communes, c'est essentiellement la caisse de compensation, mais c'est aussi les revenus directs, c'est des subventions aux agriculteurs, aux entreprises exportatrices, aux importateurs, par exemple, les moutons, d'abord, on se prépare encore subventionner les importateurs de la viande rouge, de l'huile d'olive, etc. Bon. Alors, et ensuite, donc, les dépenses imprévues, c'est un peu la caisse noire. Il faut le disons clairement, les dépenses imprévues, c'est de l'argent qui est à la disposition du chef du gouvernement. Ils ont fait un peu ce qu'il veut, parce que c'est très très peu, le contenu est très peu précisé. Bien, donc, dans les détails, on a les salaires des fonctionnaires, le tiers à peu près. Disons que sur l'ensemble des dépenses, un tiers va aux dépenses salariales. On a les dépenses du matériel, je viens de le montrer, c'est 14%, les charges communes 9%, l'investissement 23%, et enfin le service de la dette 19%, on va avancer. Alors très vite, c'est juste pour vous dire, par exemple, la masse salariale, elle augmente en valeur absolue, regardez. Mais en rapport avec le PIB, qui est
est un indicateur, vous savez, sur le plan international, c'est l'indicateur qui compte. Pendant très longtemps, on nous a dit, mais le Maroc est en train de déconner à tous les coups. Je dis, oh, là, le FMI, la Banque mondiale, etc., parce que vous avez 11%, 12%, la masse salariale de 12% du PIB, c'est au-dessus des pays comparables, bref. Mais ce qu'il faut voir aussi là, il faut faire parler les chiffres, vous avez là, tout simplement le résultat de l'austérité, du blocage des salaires, de la réduction des emplois, des créations d'emplois. Voilà, il n'y a pas de mystère. On a fait des efforts, entre guillemets, pour réduire l'impact sur en termes de rapport au PIB, et on y est arrivé. On est maintenant, vous voyez, on est à 9,34. C'est loin d'être excessif. Les dépenses de matériel, je passe. Les charges communes, je vous l'ai dit, elles augmentent. Elles augmentent, c'est les subventions. Les subventions de toutes sortes. Hein. Alors, les investissements, là également, je pense que ça n'est pas très... C'est juste pour montrer effectivement la progression. Intéressant, c'est de montrer d'abord, on parle des quantités et de l'évolution quantitative. La structure aide les dépenses de l'État. On a aujourd'hui une quarantaine de départements ministériels. Quand vous prenez la loi de finances, vous comptez. Vous comptez 39, si j'ai bien compté la dernière fois, c'était 39. Et quand vous voyez ensuite la répartition, alors là, on totalise les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les deux, pour avoir une idée d'ensemble. Regardez là. Le ministère des Finances, lui, c'est presque un quart. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le ministère des Finances. Justement, là aussi, si on n'est pas au fait de tout ça, les finances, qu'est-ce qu'ils font les finances? Eh bien, justement, tous les transferts dont j'ai parlé tout à l'heure aux établissements publics, parce qu'il y a une direction des établissements publics aux finances, c'est eux. Les subventions, c'est eux.